Partie 1. Le silence qui s'abattit sur le restaurant. Le grand pavillon fut assourdissant. Même le tintement habituel des couverts contre la porcelaine sembla suspendu dans l'air, comme si le temps lui-même avait décidé de faire une pause pour digérer les mots qui venaient d'être prononcés. Juliette regardait son mari, Pierre, dont les mains tremblaient maintenant violemment alors qu'il tenait l'enveloppe Kraft qu'elle venait de lui tendre. Ses yeux, d'ordinaire si confiants, si sûrs de leur pouvoir, étaient maintenant emplis d'une terreur grandissante. Qu'est-ce que c'est que ça ?» balbutia-t-il, sa voix habituellement si assurée réduite à un murmure rauque. Les applaudissements de sa famille s'étaient tus aussi brutalement qu'ils avaient commencé, remplacés par un malaise palpable. Sa mère, Marguerite de la Croix, une femme de 68 ans dont l'élégance sophistiquée masquait habituellement un tempérament de fer, semblait pour une fois déstabilisée. Son père, Henri, ancien directeur d'une grande entreprise textile, fronçait les sourcils derrière ses lunettes cerclées d'or, tentant de comprendre ce qui se passait. Juliette prit une gorgée de son verre de Chablis, savourant chaque seconde de ce moment qu'elle avait tant attendu. Elle avait 36 ans, des cheveux châtain clair qui ondulaient doucement sur ses épaules, et des yeux verts qui brillaient maintenant d'une lueur que Pierre ne lui avait jamais vue. Pendant 15 ans de mariage, elle avait été l'épouse parfaite, discrète, dévouée, toujours prête à s'effacer devant les ambitions de son mari. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. « Lise donc, Pierre, » dit-elle d'une voix calme, presque douce. « Je pense que tu trouveras cela éclairant. » Pierre déplia le document avec des gestes saccadés. Ses yeux parcoururent les premières lignes, et Juliette vit le moment exact où la réalité le frappa. Son visage, déjà pâle, devint livide. Sa bouche s'ouvrit et se referma plusieurs fois, comme un poisson hors de l'eau. Les mots qu'il lisait semblaient danser devant ses yeux. Testament holographe de Madame Éloise Moreau, décédée le 15 mars 2024. Je lègue par les présentes l'intégralité de mes biens immobiliers, comprenant le château de Montclair, ses dépendances, ainsi que les 80 hectares de terres attenantes, à ma petite nièce bien-aimée, Juliette Moreau de la Croix. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Tante Éloise, elle nous avait dit qu'elle lèguerait tout à la famille de la Croix, » compléta Juliette, un sourire énigmatique aux lèvres. « C'est ce qu'elle vous laissait croire, effectivement. Mais vois-tu, Pierre, contrairement à toi, j'ai toujours pris le temps de lui rendre visite. Pas une fois par an pour les convenances, mais chaque semaine. J'écoutais ses histoires, je l'aidais avec ses médicaments, je lui tenais compagnie. Pendant que tu étais occupée avec tes affaires. » Le mot « affaires » tomba comme une lame. Juliette savait depuis des mois pour Sylvie, cette collègue de 28 ans aux cheveux blonds platine et aux ambitions démesurées. Elle avait découvert leurs échanges de messages, leurs rendez-vous dans des hôtels discrets, leurs projets d'avenir ensemble. Pierre pensait être si intelligent, si discret. Il ne savait pas que Juliette avait engagé un détective privé 6 mois auparavant, un homme méticuleux qui avait documenté chacune de leurs rencontres avec une précision chirurgicale. Marguerite se pencha vers son fils, tentant de lire par-dessus son épaule. « Pierre, qu'est-ce que c'est que ce papier? Explique-nous. » Mais Pierre était incapable de parler. Il continuait à lire, découvrant l'étendue du patrimoine dont sa femme venait d'hériter. Le château de Montclair n'était pas seulement une belle demeure historique, c'était un empire. Construit au XVIIe siècle par un ancêtre fortuné, il avait été soigneusement entretenu et agrandi au fil des générations. Les terres comprenaient des vignobles qui produisaient un vin renommé, des forêts exploitées de manière durable et plusieurs bâtiments agricoles loués à des fermiers locaux. L'ensemble était estimé à plus de 12 millions d'euros. « Continue à lire », encouragea Juliette, sa voix douce contrastant avec la tempête qui faisait rage dans les yeux de son mari. La partie sur les comptes bancaires est particulièrement intéressante. Pierre tourna la page, ses mains tremblant de plus en plus fort. Tante Éloise avait également légué à Juliette ses comptes d'épargne, ses investissements et sa collection d'art. Au total, l'héritage dépassait les 15 millions d'euros. Une fortune que Pierre avait toujours cru destinée à sa famille. Une fortune sur laquelle il avait basé ses plans d'avenir avec Sylvie. « Mais c'est impossible », répéta-t-il, plus fort cette fois. Quelques clients des tables voisines commencèrent à tourner la tête vers leur direction. Tante Éloise m'avait promis. Elle m'avait dit que j'étais comme le fils qu'elle n'avait jamais eu. Elle te l'avait dit, oui, acquiesça Juliette. Mais elle me disait autre chose à moi. Elle me disait à quel point elle était déçue de ton comportement ces dernières années. Comment tu n'avais plus de temps pour elle depuis que tu avais obtenu ta promotion.
Comment tu ne l'appelais que quand tu avais besoin de quelque chose. Elle était très observatrice, tu sais. Elle avait remarqué ton changement d'attitude, tes absences répétées, tes mensonges. Henri Delacroix, qui était resté silencieux jusqu'alors, se racla la gorge. « Juliette, ma chère, il doit y avoir une erreur. Éloise était de notre famille, après tout. Il est impensable qu'elle ait pu léguer ses biens à quelqu'un qui les méritait vraiment ?» l'interrompit Juliette, son ton restant étonnamment posé. Quelqu'un qui l'aimait sincèrement et non pour ce qu'elle possédait. La tension autour de la table était maintenant palpable. Les autres convives du restaurant, qui avaient d'abord été choqués par la déclaration fracassante de Pierre, observaient de maintenant ce retournement de situation avec une fascination morbide. Certains sortaient discrètement leur téléphone, anticipant peut-être un spectacle encore plus dramatique. Pierre releva enfin les yeux du document, son regard croisant celui de sa femme. Pour la première fois depuis des années, il la voyait vraiment. Cette femme qu'il avait épousée 15 ans auparavant, cette femme qu'il avait progressivement négligée, prise pour acquise, trahie. Elle était là, calme et sereine, tenant entre ses mains les clés d'un empire qu'il avait cru sien. « Tu savais » dit-il, sa voix chargée d'accusation. « Tu savais pour l'héritage quand tu m'as laissé faire cette déclaration ridicule. »« Oh oui, je savais » confirma Juliette en souriant. « Le notaire me l'a annoncé ce matin, comme je l'ai dit. Mais tu sais quoi, Pierre ? Même si je n'avais pas hérité, ton petit discours aurait été tout aussi pathétique. Tu croyais vraiment pouvoir m'humilier publiquement et t'en tirer comme ça ?» Sylvie, qui était restée discrètement en retrait depuis le début de la scène, s'approcha timidement de la table. C'était une femme séduisante, il fallait le reconnaître, avec ses longs cheveux blonds et sa silhouette élancée mise en valeur par un tailleur noir ajusté. Mais maintenant, face à Juliette, elle semblait beaucoup moins sûre d'elle. « Pierre » murmura-t-elle, posant une main hésitante sur son bras. « Peut-être qu'on devrait... »« Ah, Sylvie » s'exclama Juliette, comme si elle venait seulement de remarquer sa présence. « Je suis si contente de vous rencontrer enfin officiellement. Pierre m'a tellement parlé de vous, enfin, pas directement, mais vos messages étaient si éloquents. » Sylvie pâlit instantanément. « Mais mes messages ?» Juliette ouvrit son sac et en sortit une seconde enveloppe, plus mince que la première. « Oh, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas l'intention de rendre publics vos échanges, pour l'instant. Mais je dois dire que vos projets pour dépenser l'argent de Pierre étaient trop fascinants. Cette maison en Toscane que vous vouliez acheter, ce tour du monde en première classe, dommage que ces plans soient tombés à l'eau, n'est-ce pas ?» Pierre arracha l'enveloppe des mains de sa femme et l'ouvrit fébrilement. À l'intérieur, des captures d'écran de messages, des photos prises par le détective privé, des relevés de cartes de crédit montrant les dépenses dans les hôtels. Toute sa double vie étalée noir sur blanc, documentée avec une précision impitoyable. « Comment as-tu obtenu tout ça ?» demanda-t-il, sa voix maintenant brisée. « J'ai mes méthodes, » répondit Juliette simplement. « Tu sais, Pierre, pendant que tu croyais mener ta petite vie secrète, moi je préparais la mienne. Cette conversation avec le notaire ce matin n'était pas fortuite. J'avais rendez-vous avec lui pour discuter des procédures de divorce. Tante Éloise m'avait prévenu de son intention de modifier son testament il y a plusieurs mois. Elle voulait s'assurer que je serais indépendante financièrement quand je déciderais de te quitter. » Le mot « divorce » résonna comme un coup de tonnerre. Marguerite laissa échapper un petit cri de surprise, renversant son verre d'eau dans le processus. Henri serra les poings, son visage devenant rouge de colère. « Un divorce ?» explosa-t-il. « Il n'y aura pas de divorce dans cette famille. Juliette, vous ne pouvez pas. »« Je peux tout à fait, » le coupa-t-elle fermement. « Et je vais le faire. Les papiers sont déjà prêts. Pierre n'aura qu'à signer. »« Mais l'argent ?» balbutia Pierre, ses priorités redevenant claires malgré sa détresse. « L'héritage. Nous sommes mariés sous le régime de la communauté des biens. » Juliette éclata d'un rire cristallin qui fit se retourner plusieurs têtes dans le restaurant. « Oh Pierre, tu n'as vraiment rien compris. Premièrement, l'héritage que je viens de recevoir est un bien propre, acquis après notre mariage par succession. Il ne tombe pas dans la communauté. Deuxièmement, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, tante Éloise m'avait également conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit matrimonial. » Elle sortit une troisième enveloppe de son sac, décidément bien garnie pour l'occasion. « Tu vois, Pierre, l'adultère est encore un motif de divorce aux torts exclusifs en France. Et grâce au travail remarquable de Monsieur Dubois, le détective que j'ai engagé, j'ai suffisamment de preuves pour obtenir que le divorce soit prononcé entièrement à tes torts. » Pierre était maintenant livide. Il savait parfaitement ce que cela signifiait. Un divorce aux torts exclusifs pourrait le priver de toute prestation compensatoire, voire l'obliger à en verser une à Juliette.
Avec l'héritage qu'elle venait de recevoir, elle serait dans une position de force absolue. « Tu ne peux pas me faire ça », supplia-t-il, toute trace d'arrogance ayant disparu de sa voix. « Nous avons été mariés 15 ans, Juliette. 15 ans, ça doit compter pour quelque chose. 15 ans pendant lesquels tu m'as trompé, menti, humilié, répondit-elle, sa voix se durcissant pour la première fois. 15 ans pendant lesquels j'ai sacrifié ma carrière pour soutenir la tienne. 15 ans pendant lesquels j'ai joué la parfaite épouse pendant que tu planifiais de me jeter comme un mouchoir usagé. Les larmes montaient aux yeux de Juliette, mais c'étaient des larmes de colère et de libération, pas de tristesse. Tu croyais vraiment pouvoir m'annoncer devant tout le monde que tu me quittais pour une autre et que j'allais rentrer gentiment à la maison pour pleurer en silence? Tu me connais si mal, Pierre. Tu ne m'as jamais vraiment connu. Sylvie, comprenant que la situation était en train de tourner au désastre, tenta de battre en retraite. Pierre, je pense qu'on devrait partir. Cette conversation devient très désagréable. Oh non, Sylvie, dit Juliette en se levant de sa chaise, dominant maintenant la table de toute sa hauteur. Restez donc. Après tout, vous faites partie de cette belle histoire, et j'ai encore quelque chose d'intéressant à partager avec vous. Elle ouvrit une 4e enveloppe, plus petite que les précédentes. Vous savez, quand on engage un détective privé, on obtient parfois des informations qu'on n'attendait pas. Par exemple, j'ai découvert que vous n'étiez pas exactement, exclusive dans vos relations, Sylvie. Le visage de la jeune femme devint écarlate. Pierre tourna vers elle un regard incrédule. « Qu'est-ce qu'elle veut dire ?» demanda-t-il, sa voix montant dans les aigus. « Oh, elle ne vous a pas parlé de Monsieur Bertrand, votre collègue du service marketing ?» continua Juliette, impitoyable. « Ils ont passé un week-end très romantique à Deauville le mois dernier. Les photos sont vraiment touchantes. » Pierre arracha les photos des mains de Juliette et les examina, son visage passant par toutes les nuances du rouge au violet. Sylvie était effectivement là, dans les bras d'un homme qu'il connaissait bien, s'embrassant passionnément devant un restaurant en bord de mer. « Sylvie » dit-il, sa voix maintenant brisée. « C'est vrai ?» La jeune femme ne répondit pas, baissant les yeux vers le sol. Son silence valait tous les aveux. Pierre s'effondra sur sa chaise, tenant sa tête entre ses mains. En l'espace de quelques minutes, sa vie parfaitement ordonnée s'était écroulée. Sa femme, qu'il croyait docile et dépendante, était devenue une héritière millionnaire déterminée à divorcer. Sa maîtresse, pour laquelle il avait tout risqué, se révélait être aussi peu fidèle que lui. Et sa famille, qu'il avait applaudi quelques minutes plus tôt, le regardait maintenant avec un mélange de honte et de dégoût. « Je ne comprends pas, » murmura Marguerite, sa voix tremblante. « Comment avons-nous pu en arriver là? Pierre, comment as-tu pu faire une chose pareille ?» Henri, lui, gardait un silence lourd de reproches. En homme d'affaires expérimenté, il calculait déjà les implications financières et sociales de cette catastrophe. Le nom de la famille Delacroix, si soigneusement construit au fil des générations, risquait d'être traîné dans la boue. Juliette remit soigneusement tous les documents dans son sac et se leva. Elle était d'un calme olympien, comme si elle venait de terminer une réunion d'affaires particulièrement satisfaisante. « Bien, » dit-elle en ajustant sa veste. « Je pense que tout a été dit. Pierre, tu recevras les papiers du divorce dans les prochains jours. Je te conseille de prendre un bon avocat. Tu vas en avoir besoin. » Elle se tourna vers Marguerite et Henri, son expression s'adoucissant légèrement. « Monsieur et Madame Delacroix, malgré tout ce qui s'est passé, j'ai beaucoup de respect pour vous. Vous m'avez toujours traité avec gentillesse. J'espère que vous comprendrez que je n'avais pas le choix. » Henri hocha lentement la tête, un geste qui ressemblait presque à une approbation. Marguerite essuya discrètement une larme. « Et toi, Sylvie ?» continua Juliette, se tournant vers la jeune femme qui tremblait maintenant visiblement. « J'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Les hommes mariés qui trompent leurs femmes ne sont généralement pas de très bons partis. Ils ont tendance à reproduire leur comportement. » Puis, s'adressant une dernière fois à Pierre, elle ajouta « Au fait, j'oubliais. J'ai vidé nos comptes joints ce matin. Après tout, si tu veux refaire ta vie, autant que tu commences avec tes propres moyens. Tu trouveras tes affaires dans des cartons devant la maison. J'ai fait changer les serrures. » Pierre releva la tête, ses yeux rouges et gonflés. « Juliette, s'il te plaît, on peut en parler. On peut arranger les choses. »« Non, Pierre, » répondit-elle fermement. « Il n'y a plus rien à arranger. Tu as fait ton choix. Maintenant, moi, je fais le mien. » Elle prit son manteau et se dirigea vers la sortie du restaurant, laissant derrière elle un silence pesant. Tous les clients la regardaient en passer, certains avec admiration, d'autres avec curiosité. Elle marchait la tête haute, ses talons claquant rythmiquement sur le carrelage du restaurant. Arrivée à la porte, elle se retourna une dernière fois.
Pierre était toujours effondré sur sa chaise, Sylvie avait disparu, probablement aux toilettes, et les parents de son mari semblaient pétrifiés par ce qu'ils venaient de vivre. « Oh, et Pierre !» lança-t-elle, sa voix portant clairement dans le silence du restaurant. « La prochaine fois que tu voudras humilier quelqu'un publiquement, assure-toi de connaître tous les éléments du dossier. C'est un conseil gratuit. » Et sur ces mots, Juliette Moreau de la Croix, bientôt simplement Juliette Moreau, sortit du restaurant Le Grand Pavillon, laissant derrière elle les débris de sa vie d'avant, et se dirigeant vers un avenir qu'elle contrôlait enfin entièrement. Partie 2, 3 semaines après le désastre du restaurant Le Grand Pavillon, Juliette se trouvait pour la première fois en tant que propriétaire dans le grand salon du château de Montclair. Les rayons du soleil matinal filtraient à travers les hautes fenêtres à meneaux, illuminant les meubles anciens recouverts de housse blanche. L'air sentait légèrement la cire d'abeille et les roses du jardin qui montaient jusqu'aux fenêtres du rez-de-chaussée. C'était un parfum qu'elle associait à son enfance, aux rares visites qu'elle rendait à tante Éloise avec ses parents, avant que la vie ne devienne plus compliquée. Elle avança lentement dans la pièce, ses pas résonnant sur le parquet de chêne poli. Chaque meuble, chaque tableau, chaque bibelot lui appartenait désormais. C'était une sensation étrange, presque vertigineuse. Pendant 15 ans, elle avait vécu dans l'ombre de Pierre, dans l'appartement qu'il avait choisi, avec les meubles qu'il avait sélectionnés, selon ses goûts à lui. Ici, pour la première fois depuis son mariage, elle était chez elle, vraiment chez elle. Son téléphone vibra dans sa poche. Encore Pierre, cela faisait des jours qu'il l'appelait, lui envoyait des messages, tentait de la joindre par tous les moyens possibles. Elle regarda l'écran affiché « Pierre, 47e appel manqué » et éteignit l'appareil. Elle n'était pas prête à lui parler. Peut-être ne le serait-elle jamais. Un coup frappé à la lourde porte d'entrée la sortit de ses pensées. Elle traversa le hall d'entrée, ses talons claquant sur le marbre noir et blanc disposé en damier. En ouvrant la porte, elle découvrit un homme d'une 60aine d'années, impeccablement vêtu d'un costume sombre, une serviette de cuir à la main. « Madame Delacroix, je présume », dit-il avec un sourire professionnel. « Maître Rousseau, notaire, nous avons rendez-vous. »« Madame Moreau, maintenant », corrigea-t-elle en s'effaçant pour le laisser entrer. « J'ai repris mon nom de jeune fille. » Le notaire hocha la tête avec compréhension. « Bien sûr, mes excuses. Madame Moreau, j'ai apporté tous les documents concernant la succession de Madame Éloise Moreau, ainsi que les premières estimations que vous m'aviez demandées. » Ils s'installèrent dans le bureau de tante Éloise, une pièce plus intime que le grand salon, avec des boiseries sombres et des étagères remplies de livres anciens. Juliette s'assit dans le fauteuil de cuir rouge qui avait été celui de sa grand-tante, tandis que maître Rousseau étalait ses documents sur le bureau en acajou massif. « Alors, commença-t-il en ajustant ses lunettes, commençons par l'inventaire complet. Le château lui-même date de 1687, entièrement rénové en 2015 avec le plus grand respect de son architecture d'origine. 23 pièces, dont 8 chambres, 3 salons, une bibliothèque, une salle de bal, et bien sûr cette magnifique cuisine équipée. L'estimation actuelle s'élève à 4,8 millions d'euros. Juliette écoutait, encore étourdie par l'ampleur de ce qui lui était échu. Maître Rousseau continua. Les terres représentent 80 hectares, 40 hectares de vignobles en production, avec une cave moderne construite en 2010. Les vins de Montclair ont une excellente réputation régionale et génèrent un revenu annuel d'environ 350 000 euros. 20 hectares de forêt exploités de manière durable et le reste en prairies louées aux fermiers locaux. Il tourna une page de son dossier. Les bâtiments agricoles comprennent 3 maisons de fermiers actuellement occupées, plus les installations viticoles. Estimation globale des terres et bâtiments, 3,2 millions d'euros supplémentaires. Et les comptes bancaires ? Demanda Juliette, encore incrédule devant ces chiffres. Madame votre grand-tante était une femme très prévoyante. Compte d'épargne, livret, assurance vie, au total, 2,8 millions d'euros disponibles immédiatement. À cela s'ajoute un portefeuille d'investissement diversifié d'une valeur de 3,1 millions d'euros et la collection d'art que vous avez pu apercevoir dans le château. Estimation préliminaire, 1,5 million d'euros. Juliette fit un rapide calcul mental. Plus de 15 millions d'euros. Une fortune qui dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Il y a autre chose, continua le notaire avec un sourire mystérieux. Madame Éloise m'avait demandé de vous remettre ceci personnellement. Il sortit de sa serviette une enveloppe scellée portant l'écriture élégante de tante Éloise. Juliette la prit avec émotion et la décacheta soigneusement. « Ma chère Juliette, lut-elle à voix haute, si tu lis cette lettre, c'est que tu as enfin trouvé le courage de quitter ce mari indigne. »
Je t'observe depuis des années, ma chérie, et j'ai vu comment il t'étouffait petit à petit, comment il éteignait la flamme qui brillait en toi quand tu étais jeune. Cette fortune n'est pas seulement un héritage, c'est ta liberté. Utilise-la pour redevenir celle que tu étais destinée à être. PS. Regarde dans le tiroir secret de mon bureau, derrière les livres de Balzac, tu y trouveras quelque chose qui t'intéressera. Avec tout mon amour, tante Éloise. Juliette sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle se leva et se dirigea vers la bibliothèque, cherchant les œuvres de Balzac. Effectivement, derrière les volumes reliés en cuir rouge, elle découvrit un petit mécanisme qui révéla un tiroir dissimulé. À l'intérieur, une clé ancienne et un autre pli. Elle déplia le papier et lut « Cette clé ouvre le coffre-fort de la cave à vin. Code 1542, l'année de naissance de notre ancêtre qui a bâti la première version du château. À l'intérieur, tu trouveras les vrais trésors de famille. » Maître Rousseau souriait. « Madame Éloise m'avait prévenu que vous découvririez cela. Elle tenait absolument à ce que vous exploriez vous-même. Dois-je vous accompagner ? » ?»« Non, » répondit Juliette, serrant la clé dans sa main. « Je préfère y aller seule. » Après le départ du notaire, Juliette descendit dans les caves du château. L'escalier de pierre serpentait vers les profondeurs, éclairé par des appliques murales en fer forgé. L'air était frais et sentait le vin vieilli et la pierre humide. Les caves étaient vastes, avec des voûtes en pierre qui se perdaient dans l'obscurité. Des centaines de bouteilles étaient alignées sur des casiers en bois, certaines recouvertes d'une fine couche de poussière qui témoignait de leur âge vénérable. Au fond de la cave principale, elle trouva le coffre-fort, un modèle ancien mais robuste encastré dans le mur de pierre. Elle composa le code que tante Éloise lui avait indiqué, 1542. Le mécanisme grinça, puis la lourde porte s'ouvrit. À l'intérieur, Juliette découvrit d'abord plusieurs liasses de billets, soigneusement emballés. Puis, des bijoux anciens dans des écrins de velours, un collier de perles qui avait appartenu à son arrière-grand-mère, des boucles d'oreilles en diamant, une tiare qui avait été portée par les femmes de la famille lors de leur mariage. Mais ce qui attira le plus son attention, c'était un carnet relié en cuir, avec les initiales EM gravées en lettres dorées. Elle l'ouvrit et reconnut immédiatement l'écriture de tante Éloise. C'était une sorte de journal, mais pas ordinaire. Les premières pages datèrent de plusieurs années. 15 juin 2019. Pierre a encore oublié l'anniversaire de Juliette aujourd'hui. Elle a fait semblant que ce n'était pas grave, mais j'ai vu ses yeux. Cet enfant mérite tellement mieux. 3 octobre 2020. Juliette est venue me voir aujourd'hui. Elle avait des bleus sur les bras. Quand je lui ai demandé, elle a dit qu'elle était tombée. Je ne la crois pas. Pierre devient-il violent ? Je dois garder un œil sur cette situation. 12 février 2021. J'ai engagé un détective pour surveiller Pierre. Mes soupçons se confirment. Il fréquente une jeune femme de son bureau. Pauvre Juliette. Elle ne sait rien. Dois-je lui dire ? 8 septembre 2022. Juliette commence enfin à se poser des questions. Elle m'a demandé conseil sur les droits des femmes en cas de divorce. Je lui ai donné le nom de Maître Dubois, un excellent avocat spécialisé. Il est temps qu'elle prenne sa vie en main. 14 janvier 2024. J'ai modifié mon testament aujourd'hui. Tout ira à Juliette. Les Delacroix ont eu leur chance avec Pierre. Ils l'ont gâché. Cette fortune doit servir à libérer ma petite nièce, pas à enrichir davantage cette famille d'égoïstes. Juliette continua à lire, découvrant page après page à quel point tante Éloise avait été attentive à sa situation, à quel point elle avait souffert de la voir malheureuse. Les dernières entrées du journal étaient récentes. 2 mars 2024. Juliette a enfin engagé le détective. Elle commence à rassembler des preuves contre Pierre. Je suis si fière d'elle. La petite fille timide que j'ai connue est en train de devenir une femme forte. 10 mars 2024. Je me sens de plus en plus fatiguée. Le médecin dit que mon cœur lâche. Mais je suis en paix. Juliette va bientôt être libre, et elle aura les moyens de construire la vie qu'elle désire vraiment. La dernière entrée était datée du 14 mars, la veille de la mort de tante Éloise. Demain, j'ai rendez-vous avec Maître Rousseau pour finaliser les derniers détails. Juliette ne sait pas encore qu'elle hérite de tout. Ce sera ma dernière surprise pour elle. J'espère qu'elle utilisera cette fortune pour retrouver le bonheur. Elle le mérite tellement. Juliette referma le carnet, les larmes coulant librement sur ses joues. Elle n'avait jamais réalisé à quel point tante Éloise avait été attentive, protectrice, aimante. Pendant toutes ces années où elle se sentait seule et incomprise, quelqu'un veillait sur elle. Elle remonta des caves avec le carnet et les bijoux, son cœur lourd d'émotions mais aussi rempli d'une détermination nouvelle. Dans le grand salon, elle s'installa dans un fauteuil face aux fenêtres qui donnaient sur les vignobles. Le soleil déclinait,
teignant le ciel de teintes orangées et roses. Son téléphone se remit à vibrer. Cette fois, ce n'était pas Pierre, mais un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Elle décrocha. « Allô? Madame Moreau? Ici Maître Dubois, votre avocat. J'ai de bonnes nouvelles concernant votre divorce. Je vous écoute. Monsieur Delacroix a accepté toutes nos conditions. Divorce aux torts exclusifs, aucune prestation compensatoire due de votre part, et il renonce à contester l'héritage. Il semble que la réalité de sa situation ait fini par s'imposer à lui. » Juliette ressentit un mélange de soulagement et de satisfaction. « Et pour nos biens communs, la maison sera vendue, les profits partagés à parts égales comme le prévoit la loi. Mais compte tenu de votre nouvelle situation financière, cela représente une somme dérisoire pour vous. Monsieur Delacroix a également accepté de vous laisser tous les meubles et objets personnels. Parfait. Quand pouvons-nous finaliser? Le juge peut prononcer le divorce dans 15 jours si tout se passe bien. » Monsieur Delacroix semble pressé d'en finir. Après avoir raccroché, Juliette se leva et se dirigea vers la terrasse qui surplombait les jardins à la française du château. Les parterres géométriques s'étendaient jusqu'à l'horizon, parfaitement entretenus par le jardinier que tante Éloise employait depuis 20 ans. Au loin, elle apercevait les ouvriers agricoles qui travaillaient dans les vignobles, préparant la terre pour la saison à venir. Une voiture remonta l'allée de gravier. Juliette fronça les sourcils. Elle n'attendait personne. Un homme en sortit, grand, brun, avec une allure décontractée mais élégante. Il portait un jean sombre et un pull en cachemire. Elle ne le reconnaissait pas. Il s'approcha de la terrasse et leva les yeux vers elle. « Madame Moreau, je suis Paul Dubois, le maître de chai de votre domaine. J'étais en voyage d'affaires quand Madame Éloise est décédée. Je viens juste de rentrer. » Juliette descendit pour l'accueillir. Paul Dubois était un homme séduisant d'une 40aine d'années, avec des yeux bleus pétillants d'intelligence et un sourire chaleureux. Il lui tendit la main avec un naturel qui lui plut immédiatement. « Je suis désolé pour votre perte, » dit-il. « Madame Éloise était une femme remarquable. Elle parlait souvent de vous. »« Vraiment ?» demanda Juliette intriguée. « Oh oui, elle disait que vous étiez la seule de la famille à avoir gardé une âme. Elle espérait que vous viendriez vivre ici un jour. » Ils marchèrent ensemble vers les chais, Paul expliquant le fonctionnement du domaine viticole. Il avait été embauché par tante Éloise 5 ans auparavant, après avoir travaillé dans des domaines prestigieux de Bordeaux et de Bourgogne. Sous sa direction, les vins de Montclair avaient gagné plusieurs médailles dans des concours régionaux. « Votre grand-tante avait une vision à long terme », expliqua-t-il en ouvrant les portes du chai moderne. Elle investissait chaque année dans l'amélioration de la qualité. Notre production est encore modeste, mais nous avons un potentiel énorme. Juliette découvrit des installations ultra-modernes, cuves en inox thermorégulées, pressoirs pneumatiques, système de filtration de pointe. Tout était impeccablement entretenu et organisé. Nous produisons 3 cuvées, continua Paul. Un blanc sec, un rouge charpenté et notre fierté, un crément que nous élaborons selon la méthode traditionnelle. La demande dépasse largement notre offre actuelle. Que faudrait-il pour augmenter la production ? Demanda Juliette, son esprit d'entreprise s'éveillant malgré elle. Paul sourit. Madame Éloise m'avait dit que vous poseriez cette question. Nous pourrions facilement doubler notre production en plantant une 15aine d'hectares supplémentaires. Les terrains s'y prêtent parfaitement. Il faudrait aussi agrandir le chai et embaucher du personnel qualifié. Quel investissement ? Environ 800 000 €, amorti en 5 à 6 ans. Mais le retour sur investissement serait excellent. Nous pourrions viser les marchés parisiens, voire l'export. Juliette sentit une excitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Voilà un projet concret, passionnant, qui lui permettrait de donner un sens à sa nouvelle fortune. « Paul, » dit-elle impulsivement, « cela vous dirait de dîner au château ce soir ? J'aimerais que vous me parliez plus en détail de vos projets pour le domaine. » Il parut surpris mais ravi. « Avec plaisir. Dois-je apporter quelque chose ? Juste une bonne bouteille de notre production. J'ai envie de goûter ce que nous fabriquons ici. » Ce soir-là, dans la grande salle à manger du château éclairée aux chandelles, Juliette découvrit qu'elle pouvait encore rire, s'enthousiasmer, rêver. Paul était un conteur né, passionné par son métier, plein d'idées et de projets. Il lui parla des terroirs, des cépages, des techniques de vinification, avec une passion communicative qui la captiva. Madame Éloise avait commencé à développer l'œnotourisme, expliqua-t-il, en servant le crément de Montclair dans des flûtes en cristal. Nous organisons des dégustations pour les groupes, des visites guidées. Le château se prête parfaitement à ce type d'activité. Juliette goûta le crément et fut agréablement surprise. Il était frais, élégant, avec des bulles fines et persistantes. Il est délicieux. Nous n'en produisons que 5000 bouteilles par an actuellement. Nous pourrions facilement passer à 15 000 avec les nouveaux équipements.
Ils parlèrent jusqu'à tard dans la nuit, développant des plans d'expansion, imaginant des partenariats avec des restaurants, des projets de construction d'un gîte de charme pour accueillir les touristes. Juliette se sentait renaître. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression d'être utile, créative, vivante. Quand Paul prit congé vers minuit, elle resta sur le perron à regarder ses feux arrière disparaître dans l'allée. La nuit était douce, parfumée par les roses grimpantes qui encadraient la porte d'entrée. Elle leva les yeux vers les étoiles, pensant à tante Éloise, à tous les projets qui l'attendaient, à cette nouvelle vie qui s'ouvrait devant elle. Son téléphone vibra encore. Pierre, toujours. Cette fois, elle décrocha. « Qu'est-ce que tu veux, Pierre ? Juliette. Enfin, il faut qu'on parle. J'ai fait une erreur énorme. Sylvie m'a quittée, mes parents ne me parlent plus, je n'ai plus rien. S'il te plaît, donne-moi une chance de me rattraper. » Sa voix était suppliante, pathétique. Juliette ressentit un mélange de pitié et de dégoût. « Pierre, il n'y a plus rien à dire. Signe les papiers du divorce et laisse-moi tranquille. »« Mais l'argent, Juliette, cet héritage, nous pourrions recommencer à zéro, voyager, acheter une belle maison. »« L'argent ?» répéta-t-elle avec un rire amer. « Tu veux revenir pour l'argent ? Exactement comme je m'y attendais. »« Non, ce n'est pas ça. Je t'aime, Juliette. Je me suis rendu compte de ce que j'avais perdu. Tu ne m'aimes pas, Pierre. Tu n'as jamais su ce que c'était que l'amour. Tu aimes ce que je représente maintenant, la sécurité financière. Mais c'est trop tard. S'il te plaît, bonne nuit, Pierre, et ne me rappelle plus. » Elle raccrocha et éteignit son téléphone. Puis elle rentra dans le château, ferma la lourde porte derrière elle et monta dans la chambre qu'elle avait choisie, celle qui donnait sur les vignobles et qui s'emplissait de lumière dorée chaque matin. Pour la première fois depuis des mois, elle allait dormir paisiblement. Partie 3. 2 mois après avoir emménagé définitivement au château de Montclair, Juliette se réveilla avec une sensation qu'elle avait presque oubliée, l'excitation de commencer une nouvelle journée. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux de sa chambre, projetant des motifs dorés sur les murs lambrissés. Dehors, elle entendait déjà le bruit des tracteurs dans les vignobles et les voix des ouvriers qui préparèrent les vendanges d'automne. Elle enfila un jean et un pull en cachemire, des vêtements qu'elle n'aurait jamais osé porter du temps de Pierre, qui préférait la voir en tailleur strict et en robe sage. Dans le miroir de la coiffeuse ancienne, elle contempla son reflet. Ses cheveux avaient retrouvé leur éclat naturel depuis qu'elle les laissait libres au lieu de les tirer en chignon. Ses yeux verts brillaient d'une vitalité nouvelle. À 36 ans, elle se sentait plus belle et plus sûre d'elle qu'elle ne l'avait jamais été. En descendant dans la cuisine du château, elle trouva Paul déjà installé à la grande table en chêne, étudiant des plans étalés devant lui. Il était devenu une présence quotidienne au château, officiellement pour superviser les travaux d'agrandissement du domaine. Mais Juliette savait que leur rapport dépassait désormais le cadre strictement professionnel. « Bonjour », dit-elle en l'embrassant furtivement sur la joue, un geste qui était devenu naturel entre eux. « Quoi de neuf aujourd'hui ?» Paul leva les yeux des plans, son sourire illuminant son visage. « Les architectes ont terminé les études de faisabilité pour le nouveau chai. Nous pouvons commencer les travaux le mois prochain si tu donnes ton accord. » Il lui tendit les dessins techniques. Le projet était ambitieux. Un bâtiment moderne, mais respectueux de l'architecture locale, avec des équipements de pointe pour tripler la production. L'investissement s'élevait maintenant à 1,2 million d'euros, mais les projections financières étaient excellentes. « Et pour le gîte de charme ?» demanda-t-elle, en se versant un café. L'ancienne maison de gardien peut être transformée en 3 suites de luxe. Salle de bain avec jacuzzi, cheminée, vue sur les vignobles. Nous pourrions facturer 300 € la nuit en haute saison. Juliette sourit. Paul avait une vision entrepreneuriale qui correspondait parfaitement à ses aspirations. Ensemble, ils étaient en train de transformer Montclair d'un simple domaine familial en une véritable entreprise moderne. « Il y a autre chose », continua Paul, une note d'hésitation dans la voix. « J'ai reçu un appel hier soir. Un journaliste du magazine Vignoble de France voudrait faire un reportage sur notre domaine. Apparemment, notre histoire fait du bruit dans le milieu viticole. »« Notre histoire ?» répéta Juliette, intriguée. « Une héritière parisienne qui transforme un petit domaine familial en exploitation moderne. Le retour à la terre, la passion du vin, tu sais comment ils aiment ces récits romantiques. » Juliette réfléchit un instant. Une exposition médiatique pourrait être excellente pour le business, mais elle n'était pas sûre d'être prête à étaler sa vie privée. « Nous en reparlerons, » dit-elle finalement. « Pour l'instant, j'ai un rendez-vous important en ville. »
Elle avait effectivement rendez-vous avec Maître Dubois pour finaliser les derniers détails de son divorce, mais aussi pour discuter d'un autre projet qui lui tenait à cœur. Pendant ces semaines de réflexion au château, elle avait développé une idée qui l'excitait énormément. Le bureau de l'avocat était situé dans une rue élégante du centre-ville, dans un immeuble haussmannien parfaitement restauré. Maître Dubois l'accueillit avec sa courtoisie habituelle, mais Juliette remarqua une lueur d'amusement dans ses yeux. « Madame Moreau », dit-il en l'invitant à s'asseoir, « j'ai le plaisir de vous annoncer que votre divorce a été prononcé ce matin même. Vous êtes officiellement libre. » Juliette ressentit un soulagement immense. 15 ans de mariage s'effaçaient d'un trait de plume, mais elle ne ressentait aucune nostalgie, seulement une libération totale. « Et Pierre ?» demanda-t-elle. « Il n'a pas fait d'histoire. En fait, il semble avoir d'autres préoccupations. J'ai appris par des confrères qu'il traverse une période difficile. » Maître Dubois hésita, puis continua. Sa liaison avec mademoiselle Sylvie a mal tourné. Elle l'a quitté pour son collègue Bertrand, et ils sont partis s'installer ensemble à Londres. Pierre s'est retrouvé seul, avec les dettes qu'il avait contractées en espérant profiter de votre héritage. Ses parents ont refusé de l'aider financièrement après le scandale du restaurant. Juliette ne ressentit aucune satisfaction à apprendre les malheurs de son ex-mari, juste une sorte d'indifférence bienveillante. « Bien, » dit-elle. « Parlons maintenant de mon autre projet, la fondation. » Les yeux de Maître Dubois s'illuminèrent. « Ah oui, votre fondation pour l'aide aux femmes victimes de violences conjugales. J'ai étudié votre dossier. C'est un projet magnifique, Madame Moreau. » Juliette avait décidé de consacrer une partie de sa fortune à une cause qui lui tenait profondément à cœur. En lisant le journal de tante Éloise, elle avait réalisé que sa grand-tante avait soupçonné Pierre de violences physiques. Bien que cela n'ait jamais été le cas, Juliette savait que beaucoup de femmes n'avaient pas sa chance et restaient prisonnières de relations destructrices par manque de moyens. « Je veux créer un centre d'hébergement d'urgence », expliqua-t-elle, avec un accompagnement juridique, psychologique et une aide à la réinsertion professionnelle. J'ai pensé racheter l'ancien manoir de Beauregard, à 20 km d'ici. Il est en vente depuis des mois. L'investissement ? 2 millions d'euros pour l'achat et la rénovation, plus 1 million pour le fonctionnement des 3 premières années. Je veux que ce soit un lieu où les femmes puissent se reconstruire dans la dignité. Maître Dubois hocha la tête avec approbation. Nous pouvons structurer cela sous forme de fondation reconnue d'utilité publique. Vous bénéficierez d'avantages fiscaux et surtout, votre action aura un cadre légal solide. Ils discutèrent des détails techniques pendant 1 heure. Quand Juliette quitta le bureau, elle avait le sentiment d'avoir franchi une étape importante. Sa nouvelle vie prenait forme. Entrepreneur viticole le jour, philanthrope engagé en parallèle. En rentrant au château, elle trouva une voiture inconnue garée dans la cour. Une berline allemande noire, aux vitres teintées. Paul l'attendait sur le perron, l'air soucieux. « Il y a quelqu'un qui veut te voir ?» dit-il. Il dit s'appeler Vincent Delacroix. Juliette fronça les sourcils. Ce nom ne lui disait rien, mais le patronyme Delacroix l'intriguait. Elle entra dans le salon et découvrit un homme d'une 50aine d'années, élégamment vêtu, qui se leva à son arrivée. Il avait une ressemblance frappante avec Pierre, mais en plus mature, plus charismatique. « Madame Moreau », dit-il en s'inclinant légèrement, « je suis Vincent Delacroix, le frère aîné de Pierre. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais j'ai beaucoup entendu parler de vous. » Juliette l'invita à s'asseoir, intriguée par cette visite inattendue. Vincent était avocat d'affaires à Paris, spécialisé dans les fusions-acquisitions. Contrairement à Pierre, il dégageait une impression de force tranquille et d'intelligence. « Je ne viens pas ici en tant que membre de la famille Delacroix », précisa-t-il d'emblée. « Je viens en tant qu'homme d'affaires. J'ai une proposition à vous faire. Je vous écoute. » Vincent ouvrit sa serviette et en sortit un dossier. « Mon cabinet représente un groupe d'investisseurs qui s'intéressent au marché du vin français. Ils cherchent des domaines de qualité avec un potentiel de développement. Votre domaine de Montclair correspond exactement à leurs critères. » Juliette resta impassible, mais elle était surprise. « Et ils sont prêts à vous faire une offre d'achat très généreuse. 12 millions d'euros pour l'ensemble, château, terre, équipement et marque. Vous pourriez continuer à vivre au château si vous le souhaitez, en tant que locataire. » L'offre était substantielle, mais Juliette n'hésita pas une seconde. « Non. » Vincent parut surpris. « Vous ne voulez même pas y réfléchir ? C'est une somme considérable. »« Monsieur Delacroix, » dit Juliette fermement, « ce domaine n'est pas à vendre. Il représente bien plus que de l'argent pour moi. C'est l'héritage de tante Éloise. C'est ma nouvelle vie. C'est l'avenir que je construis. Je comprends l'aspect sentimental, » insista Vincent. « Mais d'un point de vue financier, l'aspect financier ne m'intéresse pas, » coupa Juliette. «
J'ai déjà suffisamment d'argent pour vivre confortablement. Ce que je veux maintenant, c'est donner un sens à ma vie. » Vincent rangea ses documents, visiblement déçu. « Très bien, mais si vous changez d'avis, je ne changerai pas d'avis. » Après son départ, Paul rejoignit Juliette sur la terrasse. « Tu as bien fait, » dit-il. Ce type me donnait une impression bizarre, comme s'il cachait quelque chose. « La famille Delacroix a du mal à accepter que je leur échappe définitivement, » répondit Juliette. « Tant que j'étais mariée à Pierre, j'étais sous leur contrôle d'une certaine manière. Maintenant que je suis libre et riche, ils ne savent plus comment me gérer. » Ce soir-là, ils dînèrent en tête-à-tête dans la petite salle à manger du château, plus intime que la grande salle d'apparat. Paul avait ouvert une bouteille de leur meilleur cru, un rouge de 2018 qui avait remporté une médaille d'or au concours régional. « J'ai pris ma décision pour le journaliste, » annonça Juliette. « Nous allons accepter le reportage. Il est temps que Montclair retrouve sa place sur la carte viticole française. » Paul sourit. « Parfait. J'ai aussi une autre nouvelle. L'Union des vignerons indépendants nous a proposé d'adhérer à leur association. Cela nous donnerait accès à leur réseau de distribution et à leur salon professionnel. Ils planifièrent les prochaines étapes du développement du domaine. Les vendanges approchaient, et ce serait la première récolte de Juliette en tant que propriétaire. Paul lui avait expliqué tous les aspects techniques et elle s'impliquait dans chaque décision, apprenant rapidement les subtilités du métier. « Il y a autre chose dont je voulais te parler, » dit Paul, soudain plus sérieux. « Nous travaillons ensemble depuis plusieurs mois maintenant. Et, enfin, je me demandais si... » Juliette posa sa main sur la sienne. « Moi aussi, Paul. Moi aussi. » Il se pencha vers elle et l'embrassa tendrement. C'était leur premier vrai baiser, et Juliette sentit une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Pas la passion dévorante de la jeunesse, mais quelque chose de plus profond, de plus authentique. « Je ne veux pas aller trop vite, » murmura-t-elle contre ses lèvres. « J'ai besoin de temps pour apprivoiser cette nouvelle liberté. »« Nous avons tout le temps du monde, » répondit-il. « Je ne vais nulle part. » Le lendemain matin, Juliette fut réveillée par son téléphone. Un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, mais elle décrocha par habitude. « Madame Moreau ?» Une voix masculine, hésitante. « Oui, ici commissaire Blanchard, de la police de Beaumont. Je vous appelle au sujet de votre ex-mari, Pierre Delacroix. » Le cœur de Juliette se serra. « Qu'est-ce qu'il a fait ?»« Il n'a rien fait, madame. Il a été trouvé mort ce matin dans son appartement. »« Suicide apparent. Il a laissé une lettre. » Le monde sembla s'arrêter autour de Juliette. Malgré tout ce qui s'était passé, Pierre avait été une partie importante de sa vie pendant 15 ans. Elle ressentit un mélange de choc, de tristesse et, étrangement, de culpabilité. « Une lettre ?» répéta-t-elle faiblement. « Oui, il vous y mentionne. Pourriez-vous venir au commissariat ?» 1 heure plus tard, Juliette était assise dans le bureau austère du commissaire Blanchard, un homme d'une 60aine d'années au visage bienveillant. Il lui tendit une enveloppe scellée portant son nom écrit de la main de Pierre. « Il n'y a aucun doute sur le caractère volontaire de son geste, » expliqua le commissaire. Il avait accumulé des dettes importantes, vendu tous ses biens. Ses parents avaient coupé les ponts. Il était seul. Juliette ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. L'écriture de Pierre était hésitante, inégale. « Juliette, si tu lis cette lettre, c'est que j'ai enfin trouvé le courage de mettre fin à cette mascarade qu'était devenue ma vie. Je ne t'écris pas pour demander ton pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je t'écris pour te dire que tu avais raison sur tout. J'étais un égoïste, un lâche, un menteur. Tu méritais tellement mieux que moi. J'ai appris pour ta fondation. C'est exactement ce que j'aurais dû attendre de toi. Généreuse, courageuse, altruiste, tout ce que je n'ai jamais été. J'espère que tu seras heureuse, Juliette. Tu as toujours été la meilleure d'entre nous. Pierre PS. J'ai légué mes derniers biens à ta fondation. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce qui me reste. » Juliette relut la lettre plusieurs fois, les larmes coulant sur ses joues. Pas des larmes d'amour perdu, mais de tristesse pour cet homme qui n'avait jamais réussi à trouver sa voie, qui s'était perdu dans ses propres mensonges. En rentrant au château, elle trouva Paul qui l'attendait, inquiet. Il la prit dans ses bras sans poser de questions, la laissant pleurer contre son épaule. « Il était malheureux, » murmura-t-elle, « profondément malheureux, et je ne l'avais jamais vraiment vu. » « Ce n'était pas ta responsabilité de le sauver, » répondit Paul doucement. « Tu as fait ce qu'il fallait, en te sauvant toi-même. » Cette nuit-là, Juliette resta longtemps éveillée à regarder les étoiles par la fenêtre de sa chambre. Elle pensait à Pierre, à leurs 15 années de mariage, aux erreurs qu'ils avaient commises tous les deux. Mais elle pensait aussi à l'avenir, à la fondation qu'elle allait créer, au domaine qui prospérait, à Paul,
qui lui offrait un amour authentique et respectueux. La vie était un mélange de joie et de tristesse, de réussite et d'échecs, de fin et de nouveaux commencements. Pour la première fois depuis longtemps, malgré la tragédie de Pierre, Juliette se sentait en paix avec elle-même et avec ses choix. Au petit matin, elle se leva et descendit dans les vignobles. Les premiers rayons du soleil doraient les grappes qui commençaient à mûrir. Dans quelques semaines, ce seraient les vendanges, le moment où tout le travail de l'année se concrétiserait en bouteilles de vin, un cycle éternel de mort et de renaissance, comme la vie elle-même. Paul la rejoignit, lui tendant une tasse de café fumant. « Prête pour cette nouvelle journée ?» demanda-t-il. « Prête » répondit-elle en souriant. « Plus que jamais. » Kansas, partie 4. 6 mois après la mort de Pierre, l'automne avait transformé les vignobles de Montclair en un tableau impressionniste, aux teintes dorées et pourpres. Juliette se tenait sur la terrasse du château, observant les équipes de vendangeurs qui s'activaient dans les rangées de vignes. C'était sa seconde récolte en tant que propriétaire, et elle savait déjà que le millésime 2024 serait exceptionnel. La transformation du domaine avait dépassé toutes ses espérances. Le nouveau chai était opérationnel depuis le printemps. Les 3 suites du gîte de charme affichaient complet jusqu'à la fin de l'année. Et la production avait triplé. Plus important encore, les vins de Montclair commençaient à être reconnus par les professionnels. Leur crément avait remporté le prix d'excellence au concours national et plusieurs restaurants étoilés de la région s'arrachèrent leurs bouteilles. « Madame Juliette !» appela Marie, la gouvernante qu'elle avait embauchée pour l'aider à gérer le château. « Monsieur Paul vous attend dans le bureau. Il dit que c'est important. » Juliette sourit. Marie était une femme d'une 50aine d'années, ancienne employée d'un grand hôtel parisien, qui avait accepté de venir travailler à Montclair après avoir lu l'article du magazine Vignobles de France, consacré au domaine. Cet article, publié 3 mois plus tôt, avait provoqué un véritable engouement pour leur histoire. Les demandes de visite affluaient, et ils avaient dû embaucher 2 guides supplémentaires pour les week-ends. Dans le bureau, Paul l'attendait avec un sourire radieux, tenant à la main une enveloppe officielle. « Devine ce que je viens de recevoir, » dit-il, les yeux pétillants d'excitation. « Je donne ma langue au chat. » Une invitation pour le salon Vinexpo de Bordeaux. Ils nous proposent un stand dans le pavillon des vignerons d'exception. C'est énorme, Juliette. Tous les importateurs internationaux y seront. Juliette se jeta dans ses bras, partageant son enthousiasme. Vinexpo était le salon professionnel le plus prestigieux du monde viticole. Y être invité signifiait que Montclair était désormais reconnu comme un domaine de premier plan. « Il y a autre chose », continua Paul en la gardant dans ses bras. « J'ai reçu un appel du sommelier du restaurant Le Grand Véfour à Paris. Il veut inscrire notre crément à sa carte. Tu te rends compte ? Le Grand Véfour. » Juliette l'embrassa tendrement. Au fil des mois, leur relation s'était approfondie naturellement, sans précipitation. Paul avait emménagé dans l'aile ouest du château, dans l'ancien appartement du régisseur, respectant le besoin d'indépendance de Juliette, tout en étant suffisamment proche pour partager leur quotidien. « J'ai moi aussi une bonne nouvelle », annonça-t-elle. « La Fondation Éloise Moreau a officiellement ouvert ses portes hier. Nous avons accueilli nos 6 premières résidentes au manoir de Beauregard. Le projet de fondation avait été le plus complexe à mettre en œuvre, mais aussi le plus gratifiant personnellement. Juliette avait recruté une équipe de professionnels, psychologues, avocats, assistantes sociales, éducatrices. Le manoir de Beauregard avait été entièrement rénové pour offrir un cadre à la fois sécurisant et chaleureux aux femmes victimes de violences. « Comment ça s'est passé ?» demanda Paul. « Mieux que prévu. Docteur Martineau, la psychologue que nous avons embauchée, dit que l'atmosphère est excellente. Les femmes se sentent en sécurité et les enfants s'adaptent bien. Nous avons déjà 3 demandes d'admission pour la semaine prochaine. » Le téléphone sonna, interrompant leur conversation. Marie passa la tête par la porte. « Madame Juliette, c'est Madame Delacroix, l'ancienne belle-mère. Elle dit que c'est urgent. » Juliette fronça les sourcils. Depuis la mort de Pierre, elle n'avait eu aucun contact avec Marguerite et Henri Delacroix. Elle prit l'appel avec appréhension. « Marguerite ? Juliette, ma chère ?» La voix de son ancienne belle-mère était brisée, tremblante. « Il faut que je vous voie. C'est au sujet de Pierre. Nous avons découvert quelque chose de terrible. »« De quoi parlez-vous ? Je ne peux pas en parler au téléphone. Pouvez-vous venir ? S'il vous plaît, Juliette. Nous avons besoin de vous. » Malgré tout ce qui s'était passé, Juliette ne put résister à la détresse évidente de Marguerite. 2 heures plus tard, elle se trouvait dans le salon bourgeois des Delacroix, face à un couple visiblement rongé par l'angoisse. Henri avait vieilli de 10 ans. Ses cheveux étaient devenus entièrement blancs.
et Marguerite avait perdu sa prestance habituelle. « Nous avons vidé l'appartement de Pierre la semaine dernière », commença Henri d'une voix sourde. « Dans ses affaires, nous avons trouvé ceci. » Il lui tendit une chemise cartonnée contenant des documents. Juliette l'ouvrit et découvrit des contrats, des relevés bancaires, des correspondances qui lui firent froid dans le dos. « Il avait contracté des emprunts en votre nom », expliqua Marguerite, en falsifiant votre signature. Plus de 800 000 € auprès de 3 banques différentes. Juliette examina les documents, incrédule. Effectivement, sa signature était imitée sur plusieurs contrats de prêt. Pierre avait utilisé des copies de leurs déclarations fiscales communes et des justificatifs de revenus falsifiés pour obtenir ses crédits. « Mais c'est impossible, » murmura-t-elle. « Les banques vérifient toujours. Vincent nous a expliqué, » reprit Henri. Pierre utilisait ses relations professionnelles. Il connaissait des directeurs d'agence. Il savait comment contourner certaines procédures. Et avec votre héritage qui était public depuis l'article du journal local, les créanciers vont se retourner contre vous, ajouta Marguerite, les larmes aux yeux. Vincent dit que vous risquez de tout perdre. Le château, le domaine, tout. Juliette sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment Pierre avait-il pu lui faire cela, même après sa mort? Elle examina plus attentivement les dates des contrats. La plupart avaient été signés dans les semaines précédant son suicide. Il y a autre chose, continua Henri d'une voix encore plus sombre. Vincent pense que Pierre n'est pas mort par désespoir amoureux ou financier. Il pense qu'il s'est suicidé pour échapper aux conséquences de ses fraudes. En mourant, il vous laissait porter le chapeau. Cette révélation acheva de bouleverser Juliette. L'homme qu'elle avait pleuré, pour qui elle avait ressenti de la compassion, avait en réalité orchestré sa ruine posthume. « Pourquoi me dites-vous tout cela ?» demanda-t-elle. « Vous pourriez très bien laisser les créanciers me poursuivre. » Marguerite et Henri échangèrent un regard lourd de sens. « Parce que nous avons honte, » répondit Marguerite. « Honte de ce qu'était devenu notre fils. Honte de la façon dont nous l'avons élevé, dont nous avons fermé les yeux sur ses défauts. Vous ne méritez pas de payer pour ces crimes. Et aussi, » ajouta Henri, « parce que nous avons une proposition à vous faire. » Juliette les regarda, intriguée malgré sa détresse. « Vincent a étudié le dossier, » expliqua Henri. « Il y a peut-être un moyen de vous sortir de là. Mais cela nécessiterait notre coopération. » « Quelle coopération ? Nous sommes prêts à témoigner que Pierre avait des troubles psychiatriques depuis des années, que nous avions remarqué des comportements étranges, des mensonges compulsifs. Vincent pense qu'on peut faire annuler les contrats pour vice de consentement et défaut de capacité juridique. » Marguerite se pencha vers elle. « Nous avons des preuves, des courriers de médecins, des prescriptions d'antidépresseurs qu'il prenait en secret. Vincent dit que c'est jouable. Pourquoi feriez-vous cela pour moi ? Parce que Pierre vous a déjà fait assez de mal, répondit Henri fermement. Et parce que nous respectons ce que vous êtes devenu, cette fondation, ce domaine que vous faites prospérer, vous honorez la mémoire d'Éloise mieux que notre famille n'a jamais su le faire. Juliette rentra au château le cœur lourd, mais avec un mince espoir. Paul l'attendait, inquiet de la voir si bouleversée. Elle lui raconta tout, et il l'écouta sans l'interrompre, son visage se durcissant au fur et à mesure des révélations. Cet homme était un vrai salaud, gronda-t-il quand elle eut terminé. Même mort, il continue à te pourrir la vie. Vincent Delacroix va venir demain pour étudier notre défense, expliqua Juliette. Il pense qu'on peut s'en sortir, mais la procédure sera longue et coûteuse. On va se battre, assura Paul en la prenant dans ses bras. On va se battre et on va gagner. Je ne laisserai personne détruire ce que tu as construit ici. Le lendemain, Vincent Delacroix arriva au château avec un dossier volumineux et une équipe de juristes. Dans le bureau de tante Éloise, ils étalèrent leur stratégie de défense. Vincent avait changé depuis leur première rencontre. Il semblait plus grave, plus déterminé. « Mon frère était malade », dit-il sans ambages. « Pas seulement dépressif, mais atteint de troubles de la personnalité que nous avons tous refusé de voir. Ces contrats frauduleux ne sont que la partie émergée de l'iceberg. » Il ouvrit son dossier et en sortit des dizaines de documents. « J'ai mené ma propre enquête ces derniers mois. Pierre avait aussi falsifié des signatures de clients dans son entreprise, détourné des fonds, menti sur ses qualifications professionnelles. Il était sur le point d'être découvert quand il s'est suicidé. « Qu'est-ce que cela change pour moi ?» demanda Juliette. « Cela établit un pattern de comportement pathologique. Avec les témoignages médicaux que mes parents ont accepté de fournir, nous pouvons démontrer que Pierre n'avait plus la capacité juridique de vous engager financièrement. » Vincent se tourna vers Paul. « J'ai aussi étudié la situation financière du domaine. Même si nous perdions en première instance, vous avez suffisamment d'actifs pour tenir pendant une procédure d'appel. Et si nous gagnons ?» demanda Paul. « Si nous gagnons, les contrats sont annulés.
Et Juliette peut même porter plainte contre les banques pour négligence dans leur vérification. Elle pourrait obtenir des dommages et intérêts. Les semaines qui suivirent furent éprouvantes. Juliette dut faire face aux huissiers, aux convocations judiciaires, aux journalistes qui avaient eu vent de l'affaire. Le succès médiatique du domaine se retournait maintenant contre elle, chaque développement de la procédure étant commenté dans la presse locale. Mais elle ne se laissa pas abattre. Soutenue par Paul, encouragée par l'équipe de la Fondation, applaudie par les vignerons de la région qui s'étaient mobilisés pour la défendre, elle affronta chaque obstacle avec une détermination qu'elle ne se connaissait pas. Le jour de l'audience principale, le tribunal était bondé. Vincent Delacroix plaida avec une passion qui surprit tout le monde, démontrant point par point la fraude de Pierre et son état mental défaillant. Marguerite et Henri témoignèrent avec une dignité bouleversante, reconnaissant publiquement les fautes de leur fils. « Mon client », déclara Vincent en conclusion, était un homme brisé qui a voulu détruire celle qui incarnait sa propre déchéance morale. Madame Moreau représente tout ce qu'il n'a jamais su être, l'intégrité, la générosité, le courage. Elle ne doit pas payer pour les crimes de cet homme. 3 semaines plus tard, le jugement tomba. Victoire totale pour Juliette. Les contrats étaient annulés pour vice de consentement et le tribunal condamnait les banques à lui verser 200 000 € de dommages et intérêts pour négligence. Le soir de la victoire, tout le domaine était en fête. Les employés, les vignerons voisins, l'équipe de la Fondation, tous s'étaient retrouvés dans la cour du château pour célébrer. Paul avait ouvert leur meilleure bouteille, et même Vincent Delacroix était resté pour partager ce moment de joie. « Tu sais, » dit Vincent à Juliette, alors qu'il se tenait un peu à l'écart de la foule, « mon frère avait raison sur une chose dans sa lettre de suicide. Tu es la meilleure d'entre nous. Tu as transformé sa trahison en victoire, sa haine en générosité. »« J'ai eu de l'aide, » répondit Juliette, en regardant Paul qui riait avec les vignerons. « Et j'ai appris que parfois, les pires épreuves nous révèlent à notre vraie force. » Cette nuit-là, dans sa chambre qui donnait sur les vignobles endormis, Juliette fit le bilan de cette année extraordinaire. Elle avait perdu un mari, gagné une fortune, créé une entreprise, fondé une œuvre caritative, survécu à une tentative de destruction et trouvé l'amour authentique. Demain commencerait une nouvelle phase de sa vie. Les vendanges étaient terminées, le vin de 2024 reposait dans les cuves, et l'avenir s'ouvrait devant elle, plein de promesses et de projets. Pour la première fois depuis des années, Juliette Moreau s'endormit en souriant, certaine que le meilleur restait à venir. Partie 5. Conclusion. 2 ans après la victoire judiciaire qui avait marqué un tournant définitif dans sa nouvelle vie, Juliette se réveilla dans la chambre principale du château de Montclair avec une sensation de plénitude qu'elle n'aurait jamais cru possible. À travers les hautes fenêtres, elle observait les premiers rayons du soleil d'octobre, caresser les vignobles dorés qui s'étendaient à perte de vue. C'était le matin de son mariage avec Paul, et elle n'avait jamais été aussi sereine. À 38 ans, Juliette avait enfin trouvé l'équilibre qu'elle cherchait depuis si longtemps. Le domaine de Montclair était devenu une référence dans la région. Leur vin était exporté dans 15 pays, et le château accueillait désormais des événements prestigieux qui faisaient rayonner leur réputation bien au-delà des frontières nationales. La Fondation Éloise Moreau avait aidé plus de 80 femmes à reconstruire leur vie, et 3 nouveaux centres d'hébergement allaient ouvrir dans d'autres régions grâce aux dons affluents de toute la France. Un coup frappait doucement à sa porte, la sortie de ses pensées. « Entrez !» Marguerite Delacroix apparut, élégante dans sa robe de soie bleue, portant un petit écrin de velours. Depuis la révélation des crimes de Pierre et leur réconciliation, l'ancienne belle-mère de Juliette était devenue une alliée précieuse, et même, contre toute attente, une amie sincère. « Ma chère Juliette, » dit-elle avec émotion, « je voulais vous donner ceci avant la cérémonie. » Elle ouvrit l'écrin, révélant un collier de perles anciennes d'une beauté saisissante. Ces perles appartenaient à ma grand-mère. Je les destinais à... Enfin, peu importe. Elles vous reviennent de droit aujourd'hui. Vous êtes la fille que j'aurais aimé avoir. Juliette sentit les larmes lui monter aux yeux. Marguerite, je ne peux pas accepter... Si, vous le pouvez, et vous le devez. Henri et moi considérons que vous faites partie de notre famille, la vraie famille, celle du cœur. Ce collier vous portera bonheur, comme il l'a fait pour toutes les femmes de notre lignée. Marguerite l'aida à attacher le collier, et dans le miroir de la coiffeuse, Juliette admira l'effet magique des perles sur sa robe de mariée. Elle avait choisi une création simple mais élégante, en soie ivoire, qui mettait en valeur sa beauté naturelle sans ostentation. Ses cheveux,
libre comme elle aimait les porter maintenant, cascadait en boucles souples sur ses épaules. « Vous êtes radieuse, » murmura Marguerite. « Paul est un homme chanceux. »« C'est moi qui ai de la chance, » répondit Juliette. « Qui aurait cru qu'après tant d'épreuves, je trouverais un bonheur si parfait ?» En bas, dans les jardins du château, les préparatifs du mariage battaient à leur plein. Marie dirigeait une équipe de traiteurs qui installaient des tables rondes sous une tente transparente dressée sur la terrasse principale. Les arrangements floraux, composés de roses blanches et de lavande des jardins du château, embaumaient l'air d'automne. 150 invités étaient attendus, amis, collègues vignerons, l'équipe de la fondation, et même quelques journalistes spécialisés qui couvriraient l'événement pour les magazines professionnels. Vincent Delacroix supervisait l'installation du système audio, ayant insisté pour s'occuper personnellement de tous les détails techniques. Depuis le procès, il était devenu un ami proche du couple, et Paul lui avait demandé d'être son témoin de mariage. C'était un choix symbolique fort, le frère de Pierre bénissant cette union qui effaçait définitivement les traces du passé douloureux. « Tout est prêt », annonça-t-il à Paul qui ajustait sa cravate devant le miroir du vestibule. « Tu es sûr que tu n'es pas trop nerveux ?» Paul sourit. « Nerveux ? Après tout ce qu'on a traversé, Juliette et moi ? Non, Vincent, je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de ma vie. » Il était impeccable dans son costume sombre, ses cheveux légèrement grisonnants aux tempes, lui donnant une distinction naturelle. À 43 ans, Paul avait trouvé dans cette union non seulement l'amour de sa vie, mais aussi une partenaire d'affaires idéale et une complice pour tous ses projets d'avenir. Les premiers invités commençaient à arriver. Maître Rousseau, le notaire, accompagné de sa femme. Docteur Martineau et toute l'équipe de la Fondation, rayonnante de voir leur bienfaitrice si heureuse, les vignerons de la région, qui avaient fait de Paul et Juliette leurs représentants officieux auprès des instances professionnelles. Quelques célébrités du monde viticole, attirées par la réputation grandissante des vins de Montclair. Mais ce qui toucha le plus Juliette, ce fut de voir arriver Sarah, Amélie et Catherine, 3 des premières femmes accueillies à la Fondation. Sarah, qui avait fui un mari violent avec ses 2 enfants, dirigeait maintenant une petite entreprise de confection qu'elle avait créée grâce au microcrédit de la Fondation. Amélie, ancienne cadre déchue après avoir été maltraitée psychologiquement pendant des années, était devenue coordinatrice bénévole pour accompagner les nouvelles arrivantes. Catherine, la plus âgée, avait trouvé la force à 55 ans de quitter un conjoint alcoolique et travaillait maintenant comme jardinière au manoir de Beauregard. « Madame Juliette », dit Sarah en l'embrassant, « sans vous, nous ne serions pas là aujourd'hui. Vous nous avez donné bien plus qu'un toit. Vous nous avez rendu notre dignité. Vous vous l'êtes rendu vous-même, » répondit Juliette émue. « Moi, j'ai juste ouvert une porte. » La cérémonie se déroula dans l'intimité du petit salon du château, en présence du maire de la commune et de la famille proche. Juliette avait souhaité quelque chose de simple, loin du faste ostentatoire de son premier mariage. Quand Paul lui passa l'alliance à l'annulaire, un jonc en or blanc orné d'une petite émeraude, la pierre de l'espoir, elle sentit que cette fois, c'était pour la vie. « Je promets, » dit Paul en la regardant dans les yeux, « de te respecter, de te soutenir, et de construire avec toi un avenir dont nous pourrons être fiers. Je promets de t'aimer pour ce que tu es, et non pour ce que tu possèdes. Je promets, » répondit Juliette, la voix légèrement tremblante d'émotion, « de partager avec toi mes réussites et mes épreuves, de te faire confiance, et de grandir à tes côtés. Je promets de t'aimer dans la sincérité et la liberté. » Quand le maire les déclara unis, les applaudissements résonnèrent dans tout le château. Vincent et Marguerite pleuraient ouvertement, Henri souriait avec fierté, et Marie distribuait déjà le champagne millésimé que Paul avait gardé pour l'occasion. Le cocktail sur la terrasse fut l'occasion de retrouvailles chaleureuses et de découvertes. Juliette présenta Paul à des amis qu'il ne connaissait pas encore, notamment Sophie, sa meilleure amie d'enfance qui était venue spécialement de New York, où elle dirigeait une galerie d'art contemporain. « Tu sais, » dit Sophie en aparté, « je n'avais jamais vu cette lumière dans tes yeux, même quand nous étions étudiantes. Tu rayonnes littéralement. C'est parce que pour la première fois de ma vie, je suis exactement où je veux être, avec qui je veux être, » répondit Juliette. « J'ai l'impression d'avoir enfin trouvé ma place dans le monde. » Le dîner fut un moment de convivialité parfaite. Paul avait insisté pour servir uniquement des vins du domaine, et les invités furent unanimes à saluer la qualité exceptionnelle de la production. Le crément accompagna magnifiquement les toasts, le blanc sec sublima les poissons de la Loire, et le rouge charpenté se maria parfaitement avec les fromages de la région. Vincent se leva pour porter un toast qui émut toute l'assemblée.
Il y a 4 ans, ma famille a vécu l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Nous pensions que la honte nous poursuivrait à jamais. Mais Juliette nous a appris quelque chose d'essentiel. On peut toujours se relever, toujours reconstruire, toujours choisir le pardon plutôt que la vengeance. En épousant Paul aujourd'hui, elle ne unit pas seulement 2 êtres qui s'aiment, elle réconcilie le passé et l'avenir. À Juliette et Paul, Maître Rousseau prit la parole à son tour. Madame Héloïse serait si fière de voir ce que sa petite nièce a accompli. Elle qui rêvait de voir Montclair retrouver son lustre d'antan, elle qui voulait que Juliette soit heureuse. Ses vœux les plus chers se réalisent aujourd'hui. Quand vint le tour de Dr Martineau, elle évoqua l'impact de la Fondation. En 2 ans, nous avons vu des miracles se produire. Des femmes brisées qui retrouvent confiance en elles, des enfants traumatisés qui recommencent à sourire, des familles qui se reconstruisent. Tout cela grâce à la vision et à la générosité de Juliette. Elle prouve que l'argent peut être un formidable outil de transformation sociale quand il est utilisé avec intelligence et compassion. Le moment le plus émouvant fut le discours de Sarah au nom de toutes les femmes aidées par la Fondation. Madame Juliette, vous nous avez sauvé la vie. Mais plus que cela, vous nous avez montré qu'il était possible de transformer la souffrance en force, l'humiliation en dignité. En vous voyant reconstruire votre existence après les épreuves que vous avez traversées, nous avons trouvé le courage de reconstruire la nôtre. Vous êtes notre modèle et notre inspiration. Juliette ne put retenir ses larmes. Elle se leva à son tour, Paul lui tenant la main. Il y a 5 ans, j'étais une femme éteinte, résignée, qui avait renoncé à ses rêves. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, épanouie et libre, entourée de tous ceux que j'aime. Cette transformation, je ne l'ai pas accomplie seule. Paul m'a redonné confiance en l'amour véritable. Marguerite et Henri m'ont montré que la famille se choisit autant qu'elle se subit. Vincent m'a défendu quand j'en avais besoin. Et vous toutes, mes chères Sarah, Amélie, Catherine et toutes les autres, vous m'avez donné un but, une raison de me lever chaque matin avec l'envie de changer le monde, ne serait-ce qu'un peu. Elle marqua une pause, cherchant ses mots. Tante Héloïse disait souvent que les épreuves révèlent qui nous sommes vraiment. Je crois qu'elle avait raison. Mais j'ajouterais que c'est ce que nous faisons de ces révélations qui comptent. Nous pouvons choisir l'amertume ou la reconstruction, la vengeance ou le pardon, l'isolement ou la solidarité. J'ai choisi la reconstruction, le pardon et la solidarité. Et regardez où cela m'a mené, au bonheur le plus parfait que j'ai jamais connu. Les applaudissements résonnèrent longuement dans la nuit étoilée. Plus tard, quand les derniers invités furent partis et que le château retrouva son calme, Juliette et Paul se promenèrent main dans les jardins à la française, éclairés par la lune pleine. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda Paul en s'arrêtant près de la fontaine centrale. « Rien », répondit Juliette sans hésiter. « Même pas les épreuves. Sans elles, je ne serais pas devenue celle que je suis aujourd'hui. Et demain, quels sont tes projets pour notre avenir ?» Juliette sourit, ses yeux pétillants de malice. « Demain, nous partons en voyage de noces en Toscane. Dans 1 mois, nous ouvrons le nouveau centre de la Fondation à Lyon. L'année prochaine, nous lançons notre gamme de vins biologiques. Et dans 5 ans, j'aimerais que nous ayons un enfant. Un petit être qui grandira dans ce château, entouré d'amour et de vignobles, qui apprendra dès son plus jeune âge que la générosité et le travail sont les plus belles valeurs qu'on puisse transmettre. » Paul la prit dans ses bras et la fit tournoyer sous les étoiles. « Madame Dubois, » dit-il en la reposant, « j'adore tous tes projets. »« Madame Dubois » répéta Juliette, savourant la sonorité de son nouveau nom. « Cela me plaît infiniment. » Ils rentrèrent dans le château, où Marie avait laissé une bouteille de leur meilleur millésime dans un seau à champagne, avec un petit mot, pour les nouveaux mariés, que cette nuit soit la première de 1000 nuits heureuses. Dans la chambre principale, décorée de pétales de rose et éclairée aux bougies, Juliette contempla une dernière fois par la fenêtre le domaine qui était devenu sa vie. Au loin, elle aperçut les lumières du manoir de Beauregard, où d'autres femmes dormaient en sécurité, rêvant peut-être elles aussi d'un avenir meilleur. « Merci, tante Héloïse » murmura-t-elle. « Merci pour tout. » Paul la rejoignit à la fenêtre, l'enlaçant tendrement par derrière. « À quoi penses-tu ? Je pense que la vie est étrange. Il y a 5 ans, dans ce même restaurant où Pierre m'avait humiliée, je ne pouvais pas imaginer que cette catastrophe serait en réalité le début de ma vraie vie. Parfois, il faut toucher le fond pour trouver la force de remonter à la surface. Et maintenant, je sais que le meilleur reste à venir. Nous avons construit quelque chose de solide, de beau, de généreux. Notre amour, notre domaine, notre fondation, tout cela va continuer à grandir et à s'épanouir. » Elle se retourna dans ses bras,
le regard brillant de certitude. Tu sais ce qui me rend le plus heureuse? Dis-moi, c'est de savoir que notre histoire ne fait que commencer, que dans 20 ans, dans 30 ans, nous serons encore là, sur cette terrasse, à regarder nos vignobles, entourés peut-être de nos enfants et petits-enfants, fiers de ce que nous aurons construit ensemble. Paul l'embrassa tendrement. Je t'aime, Juliette Dubois. Je t'aime aussi, Paul Dubois. Et dans la nuit douce d'octobre, au cœur du château de Montclair qui résonnait encore des échos de leur bonheur, Juliette et Paul scellèrent définitivement leur union. Certains que leur amour était assez fort pour traverser tous les orages et assez généreux pour illuminer tous ceux qui croiseraient leur chemin. L'histoire de Juliette Moreau de la Croix, devenue Juliette Dubois, était enfin celle qu'elle avait toujours rêvé de vivre. Une histoire d'amour, de réussite, de générosité et de liberté. Une histoire qui prouvait que, même après les plus grandes épreuves, il est toujours possible de recommencer, de se réinventer et de trouver le bonheur le plus authentique. Le château de Montclair, témoin silencieux de cette renaissance, continuerait à prospérer sous leur direction aimante, accueillant d'autres histoires d'amour, d'autres nouveaux départs, d'autres victoires sur l'adversité. Car c'était cela, finalement, le plus bel héritage de tante Éloise. Avoir offert à sa petite nièce bien-aimée non seulement une fortune, mais la possibilité de devenir enfin elle-même, pleinement et magnifiquement.